Les causeries urbaines dans le Poste. Les Parisiens, une obsession française, anatomie d'un déséquilibre. Bonjour Olivier Razement. Bonjour Xavier Capodano. Alors vous êtes journaliste et vous vous occupez en tant que journaliste du fait urbain. Alors vous collaborez avec Le Monde, vous avez un blog qui s'appelle L'Interconnexion des plus assurés qui prend de plus en plus de consistance et surtout de plus en plus de lectorat, en tout cas de ce que j'observe. Et vous avez écrit un certain nombre de livres, toujours chez le même éditeur, qui est Rue de l'Échiquier. Donc une qui s'appelle La tentation du bitume sur l'étalement urbain, Le pouvoir de la pédale sur ville et bicyclette, et un livre qui pour moi a été très important et que je trouve qu'il est toujours, s'appelle Comment la France a tué ses villes, sur la désertion des centres-villes et un peu la catastrophe de ces villes moyennes qui sont toujours vécues d'ailleurs. Mais là, vous arrivez sur un sujet, je vais être un peu trivial, qui est vraiment casse-gueule, parce que ça aurait pu être vraiment, c'est tellement large et tellement divers que c'est pas évident à prendre en compte. Mais avant tout, je voudrais poser une première question sur votre approche et je dirais presque sur la méthode. Et en fait, il y a deux questions. Premièrement, c'est quoi être journaliste du fait urbain ? Et le corollaire, c'est que je m'aperçois, mais vous me corrigerez si je me trompe, que j'ai l'impression, en tout cas dans les médias grand public, parce que la presse spécialisée s'est beaucoup développée, que la chose urbaine ou la question urbaine, c'est quelque chose de peu abordé, à mon grand étonnement. Mais revenons à la première question, c'est quoi être journaliste de questions urbaines ? Il faut vraiment commencer par cette question, parce que là ça va être complètement casse-gueule, là, pour le coup. Non, je voudrais parce que c'est ce qui chacun me donne la définition qu'il a envie, et c'est assez amusant, parce qu'il y a des gens, au Monde par exemple, je suis considéré comme celui qui s'occupe du vélo. Et puis il y a des gens qui me voient seulement comme celui qui a écrit le livre sur les villes moyennes, d'autres qui me voient comme quelqu'un qui est spécialisé transport, que je ne suis pas non plus d'ailleurs. Donc je sais pas, en fait ça dépend. Je fais des choses qui me semblent importantes à un moment où j'ai envie de les faire et où il y a un sujet qui émerge et où j'ai le temps de le faire aussi. Et puis après, je sais pas ce que ça donne. Parfois c'est casse-gueule en effet. Et sur la façon dont les médias grand public s'intéressent aux questions urbaines. Moi, ça me paraît très faible, mais quel est votre regard là-dessus ? Vu du genre urbain, c'est très faible, c'est normal. Non, mais c'est quand on regarde même la place que ça occupe, quand on lit la presse. Ça a changé un peu. Ça a changé un peu parce que, sur la mobilité en tout cas, de plus en plus, il y a l'impression générale que c'est pas seulement une petite affaire personnelle, mais c'est quelque chose de global et pas seulement à cause du changement climatique. Et sur la ville, on se rend compte des liens de plus en plus également, parce que là aussi, ce sont des choses vécues, humaines, parfois personnelles, et qui en fait ont des incidences sur la manière d'aménager la ville. Et de plus en plus, on avait une ville finalement relativement standardisée, aménagée de plus en plus pour la voiture en particulier, quelle que soit la ville, quel que soit le type de ville en fait en Occident. Et aujourd'hui, on est en train de revenir, et c'est ça qui fait probablement émerger un regard différent sur le fait urbain justement. Alors, on va venir absolument au livre, ce livre, donc Les Parisiens, une obsession française, anatomie d'un déséquilibre. Et au premier abord, au moment de la lecture, j'étais en cours de lecture et je me disais, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans un truc pareil ? Ah bon, vraiment, à ce point Dans ce sens où, franchement, d'abord, qu'est-ce qu'un Parisien ? Je pense que c'est une question qu'on va vous poser souvent, qu'on l'a sûrement peut-être déjà posée, mais c'est un sujet tellement vaste. Pourquoi tout d'un coup se dire là, il faut s'attaquer à ce sujet-là ? Alors l'idée de fond, ça aurait pu être le titre si c'était vraiment, ça n'avait pas été si trivial, mais ça aurait pu être le titre. C'est en gros, il y a trop de monde en région parisienne. C'est un constat que font beaucoup de gens en Île-de-France et en dehors de l'Île-de-France. C'est quelque chose qu'on peut prononcer un peu partout en France et en Europe proche. On dit il y a trop de monde en région parisienne, et souvent les gens répondent ah bah oui. Et à la fois, les deux choses les plus évidentes, c'est la mobilité, les transports, la ligne 13, le RER A, le RER B, mais pas seulement. Se déplacer, c'est compliqué. Et puis évidemment l'immobilier, les prix de l'immobilier, le prix du foncier. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une Île-de-France aussi hypercéphalique. On n'a plus besoin d'un Paris, parce que finalement l'Île-de-France, c'est effectivement le gros Paris. C'est
tout ce qui est autour et qui finalement est le territoire servant, comme on dit, l'interland de Paris. On n'a plus besoin parce qu'on peut tout à fait habiter dans un village du Cantal ou dans une ville du Pas-de-Calais ou dans une métropole comme Toulouse ou Strasbourg, et puis vivre, avoir des liens et des interactions et être évidemment aussi bien informé que si on était à Paris. C'était pas le cas il y a 50 ans, c'était différent. Donc on n'a plus besoin de cette hypercentralisation, ou beaucoup moins besoin. Elle ne plaît plus, elle ne convient plus. D'ailleurs, c'est pas seulement depuis un an et depuis le fameux exode urbain de mars 2020, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond depuis plusieurs années. L'Île-de-France n'attire plus. Elle gagne des habitants uniquement parce qu'il y a des ménages qui sont en âge de faire des enfants, mais sinon elle perd des habitants en ce qu'on appelle en solde migratoire. Et on continue, et c'est ça qui me frappe, et c'est peut-être un peu la réponse à la question, c'est il y a trop de monde en région parisienne, c'est un fait. Et en même temps, on continue à concentrer toute une série d'infrastructures, d'investissements, de grands projets, etc. en Île-de-France, sans se poser de questions. Et par ailleurs, et c'est vrai qu'il y a un peu un défi, je m'aperçois, à force de suivre les questions de ce qu'on appelle le Grand Paris, d'aller à différents colloques, de suivre d'ailleurs maintenant ils sont plutôt en ligne, mais enfin voilà, de suivre tout ça, de parler avec des acteurs, et de vivre aussi en Île-de-France, que l'Île-de-France n'intéresse pas, c'est vrai, n'intéresse pas, c'est assez frappant, elle n'intéresse pas du tout les habitants des autres régions, qui s'en fichent royalement. C'est pas du mépris, c'est juste simplement un impensé. Voilà, c'est là, il y a Paris, bon d'accord. Et ça n'intéresse pas beaucoup non plus les habitants de l'Île-de-France. Et en même temps, on a ce projet qui continue à se mettre en place. Et moi, ça me frappe, ce décalage entre d'un côté un Grand Paris qui est totalement une politique d'État qui a été lancée par Sarkozy, mais qui continue sur son aire, quel que soit le gouvernement, parce que c'est tellement gros, tellement énorme, que les gouvernements n'osent pas trop s'y attaquer. Ça continue, l'administration continue de le faire avec les grandes entreprises, avec les majors du BTP, etc. C'est pas seulement le Grand Paris Express, le Grand Paris, c'est pas juste le super métro, c'est aussi toute une série de projets immobiliers, c'est la concentration francilienne, etc. Et tout ça n'intéresse finalement qu'assez peu de gens qui généralement habitent soit à Paris, soit en banlieue proche. Et il y a généralement, moi, ce qui me frappe systématiquement dans tous ces colloques en particulier, ou dans tous ces, y compris d'ailleurs ces publications le scientifique ou plus grand public, c'est que le reste de la France n'est pas non plus pensé. Enfin, voilà, d'un côté, des régions qui se fichent complètement de Paris, et puis de l'autre, un Grand Paris qui avance sans se poser de questions. Et quand on pense au reste de la France, c'est pour dire on le fait pour la grandeur du pays. On fait le Grand Paris, ça a été dit par Nicolas Sarkozy il y a quelques mois, ça a été répété par quelqu'un qui a priori a plus de pouvoir que Nicolas Sarkozy aujourd'hui, mais qui est Bruno Le Maire, qui a dit on fait le Grand Paris pour la France. Sauf que le reste de la France s'en fiche, donc il faudrait quand même savoir, et qu'en plus de ça, les grands Parisiens veulent plus y habiter, donc, ou beaucoup moins, ou de manière, ou clairement, en tout cas, il y a plus, quand on fait des sondages, les gens disent j'ai plus envie d'habiter en Île-de-France en majorité. Donc voilà, c'était un peu ça, ce décalage, et c'est vrai que c'est un peu un défi, parce que une fois de plus, j'essaye. Alors, l'Île-de-France en tant que telle, une fois de plus, je ne suis pas sûr que ça fasse des succès librairies. Là, l'idée, c'était de partir de cette obsession pour les Parisiens, parce que, où qu'on soit en France, là aussi en Europe proche, c'est un peu pareil. Et quand on dit Parisien, ça fait toujours une réaction d'une manière ou d'une autre, soit positive, soit négative, soit un mélange des deux en général. C'est les Parisiens qui viennent faire ceci, c'est une décision de Parisiens, c'est la semaine des Parisiens dans les stations de ski en principe. Bon, donc, je suis parti de ça, et je suis parti aussi, j'avais cette idée un peu en tête depuis un moment, mais le déclencheur, je voyais bien que c'était un énorme défi, mais le déclencheur, ça a été mars 2020, quand on a assisté à ce qu'on a appelé l'exode urbain, ou l'exode des Parisiens, et qu'effectivement 17% de la population de la métropole du Grand Paris, c'est une espèce de machin un peu hybride avec 7 millions d'habitants, qui ont quitté leur habitation, beaucoup étaient des jeunes, des étudiants qui sont rentrés, comme on dit, chez leurs parents, mais aussi une partie des gens qui sont allés dans les résidences secondaires. Enfin, il y a eu tout un tas de mouvements. Et là, il y a eu une sorte depuis le début de la crise sanitaire, depuis un an, de focalisation sur ces fameux Parisiens qui font des lois qui s'appliquent essentiellement à eux-mêmes. En tout cas, c'était considéré comme ça au départ, qui en plus ne les respectent pas et qui s'enfuient dès que possible. Et là, je me suis dit, mais on a la concrétisation sous nos yeux du fait qu'il y a trop de monde en région parisienne.
Alors, dans votre livre, il y a énormément de détails, mais il y a, disons, deux grosses parties. Une partie, on va dire les symptômes, et de voir comment, dans un second temps, les marges de manœuvre, les champs des possibles pour ces questions-là. Ce qui heurte à la lecture au premier abord, c'est de se dire que ce centralisme parisien qui est pas tout jeune, de se dire, mais on voit, vu d'un simple citoyen qui est parisien, si je sors un peu de mon cadre de libraire, on ne voit pas d'autre issue. Enfin, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'à un moment donné, on a une capacité de basculer dans autre chose, d'un rééquilibrage potentiel ? Alors, moi, ce que j'essaie de faire, là je continue la réponse à la question de l'avant, ça se fait pas du tout, mais c'est pas très grave, c'est qu'en plus j'ai essayé de faire ça de façon lisible. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire le bouquin, le énième livre scientifique, j'en suis d'ailleurs pas capable, sur l'Île-de-France, parce que là, une fois de plus, ça n'intéresse pas grand monde, mais j'ai essayé de rendre ça un peu rigolo et de dire, regardez, voyons un peu toutes ces rivalités surjouées, etc. Et alors, oui, pourquoi ça continuerait pas comme avant ? Alors, je pense qu'il y a une chose qui a quand même complètement changé depuis quelques années, c'est la démocratisation de la technologie, qui fait qu'aujourd'hui, on peut être ailleurs qu'à Paris, et de plus en plus, et puis participer totalement à une vie bien sûr intellectuelle, mais aussi à une vie productive, à évidemment une vie artistique. Donc il y a plus du tout ce décalage qui existait encore il y a quelques années et qui reste dans l'esprit de beaucoup, hein, notamment dans l'esprit de beaucoup de Parisiens qui pensent qu'il n'y a rien en dehors de Paris. On peut écouter dans la rue ou dans les bistrots, mais en tout cas on peut écouter ce mépris, on l'entend tout le temps. J'en ai fait partie pendant longtemps. Voilà, ce côté, de toute façon, en dehors de Paris, il n'y a rien. Et c'est évidemment faux, mais aujourd'hui, non seulement c'est faux, mais en plus, c'est presque l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait... On a tendance à dire qu'aujourd'hui, en France, en particulier, en Europe en général, on est devenus tous des citadins, à quelques exceptions près, 80 ou 90%, mais de la même façon, tout le monde vit un mode de vie assez similaire et on peut tout à fait, une fois de plus, installer son entreprise dans la vallée de la Drôme, être totalement connecté à tout ce qui se passe dans le reste du monde, et puis de temps en temps, si nécessaire, voyager dans des endroits qui sont d'ailleurs pas forcément Paris, mais voilà, voilà, c'est simplement ce constat-là. Et ce qui me frappe une fois de plus, c'est qu'il n'y a absolument pas cette prise de conscience-là au niveau de l'État ou des décideurs. Et pourquoi ça s'arrêterait ? D'abord parce que les gens n'en veulent plus. Et je pense que c'est quand même un argument assez essentiel. Il n'y a pas de volonté populaire pour le surinvestissement du Grand Paris. Il n'y a pas du tout ça. Nulle part. Ça continue, mais il n'y en a pas. Il y a plutôt la volonté inverse. Donc, ça me semble être un élément suffisant. Alors, tout ça est au niveau du balbutiement, j'ai bien conscience, c'est-à-dire que le débat, il est lancé, j'essaie de le lancer en disant attendez, attention, vous êtes en train de continuer à concentrer alors que les gens n'en veulent plus. Je sais que c'est pas évident. Un certain nombre d'interlocuteurs que j'ai pu rencontrer pour le livre m'ont dit mais en fait oui, la réflexion c'est possible. Il y a des entreprises ou publiques par exemple dont le siège continue à être en Île-de-France. La SNCF par exemple, la SNCF a son siège à Saint-Denis et ils ont du mal à trouver des gens pour travailler à Saint-Denis parce que les prix de l'immobilier sont élevés, parce que les gens n'ont pas envie de passer 2 heures dans les transports par jour. Et peut-être qu'il y a une idée là, une solution. Peut-être que le siège de la SNCF, pourquoi est-ce qu'il serait à Saint-Denis ? Il pourrait bien sûr y avoir quelques bureaux en Île-de-France parce qu'il y a forcément des liens avec l'État central, etc. Mais on pourrait très bien imaginer que le siège soit ailleurs. C'est pas une utopie. Météo France l'a fait. C'est plus petit, mais Météo France l'a fait. Dans les années 80, Météo France, qui était à Paris, il y a toujours des bureaux à Paris, mais ils sont partis à Toulouse. Il y a 1000 salariés à Toulouse. Ils avaient laissé la possibilité aux gens de revenir s'ils voulaient. Il y en a 10 sur 1000 qui ont voulu revenir. Oui, en plus, dans le cas de la SNCF, c'est un bon exemple parce que moi, je suis fils de cheminot et avait une tradition de presque délocalisation des services. Par exemple, le service des retraites, c'est quand même pas rien pour la SNCF, c'était à Marseille. Chose comme ça. Donc, effectivement, ça a été fait. Alors, en vous écoutant, j'avais une sorte de fil conducteur, mais c'est pas très grave, je vais passer à côté parce que effectivement, vous pointez un certain nombre d'éléments qui sont une forme d'évidence auxquels nous sommes confrontés, que vous décortiquez. Premier point, vous dites l'Île-de-France, ça n'a rien de monolithique.
Et effectivement, quand on est parisien intramuros, ce qui est mon cas, on voit évidemment tout à travers le prisme de Paris, mais ce qui entoure l'agglomération est quelque chose de divers. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus, parce qu'effectivement, cette diversité-là, elle passe un peu à la trappe. Oui, c'est une région méconnue, à tort. C'est une région très intéressante, même si je pense que l'Île-de-France a intérêt à se dégonfler. On est à 12 millions d'habitants, on pourrait très bien imaginer passer à 9 millions dans quelques années. Peut-être pas d'un seul coup, mais en tout cas, on peut aller vers ça. Malgré tout, 9 millions, ça reste énorme. Ça reste une très grande ville européenne. Et ça reste une région qui peut être beaucoup plus vivable. Et qui l'est déjà d'ailleurs, à condition de se donner les moyens de la découvrir. Et je ne parle pas seulement des paysages. Bien sûr qu'il y a des paysages, bien sûr qu'il y a des jolies vallées, bien sûr qu'il y a des villes anciennes très, très intéressantes. La proximité de Paris fait qu'en Île-de-France, il y a des maisons d'écrivains, des musées, des sièges d'entreprise, des architectures particulières, les lieux religieux intéressants, toute une série d'éléments qui sont très intéressants et qui permettraient là aussi par exemple de limiter le surtourisme. Mais au-delà de ça, la région est très diverse quand on regarde tout simplement les statistiques, et puis quand on s'y promène aussi, quand on regarde. Moi je le fais souvent, alors à vélo, à pied, en train, parfois même en voiture, et je vois d'énormes différences qui sont beaucoup moins, enfin qui sont liées en partie bien sûr aux revenus de la population, ça tout le monde l'a à peu près en tête, mais qui sont énormément liés à la proximité de Paris, à la densité en fait. Et ça c'est frappant. Quand on est à Malakoff, ou quand on est à Saint-Ouen, quand on est à Boulogne, Billancourt ou à Vincennes, finalement, c'est presque comme si on était à Paris. Il y a le métro, il y a le périphérique qui n'est pas très loin, il y a une population qui sociologiquement ressemble beaucoup à celle de Paris, avec une part importante de célibataires, de gens qui possèdent peu de voitures, des gens qui... les votes sont à peu près proches. Enfin, les communes de droite et les communes de gauche, mais globalement, l'extrême droite est très faible partout. Bon. Et en revanche, plus on s'éloigne de Paris, plus on a des caractéristiques qui ressemblent aussi. Drancy ressemble à Montgeron, qui ressemble en partie à Rueil, par exemple. Plus on s'éloigne, on a comme ça je préfère raisonner par cercles concentriques. Je pense qu'il y a plus de points communs entre les différents cercles concentriques à telle ou telle distance de Paris qu'entre les banlieues qui seraient monolithiquement riches ou pauvres. Pour donner simplement un exemple, dans les Hauts-de-Seine, Malakoff, qui est une ville communiste depuis 70 ans, a des prix au mètre carré plus élevés que Meudon, qui est une ville de droite depuis très longtemps, et qui est une ville considérée comme résidentielle, comme on dit, pour ne pas dire bourgeoise. C'est pareil en Seine-Saint-Denis. Bagnolet, qui est une ville proche de Paris, qui est très populaire, a des prix au mètre carré qui sont plus élevés que ceux du Raincy, qui est le Neuilly-sur-Seine du 93, comme on dit, voilà, pour les connaisseurs. Donc, je trouve ça assez fascinant, d'abord d'observer et d'explorer cette région, de regarder les différents types de couronnes, de se rendre compte quand même de la masse en fait. Même la Roure est moins peuplée en fait, et de voir que on a comme ça des millions et des millions d'habitants avec des aspirations évidemment tous les uns et les autres très, très différentes. Et donc c'est fascinant, c'est très intéressant. Je comprends pourquoi les experts du Grand Paris s'intéressent à tout ça. Mais une fois de plus, je mets ça aussi en perspective avec le reste du pays, et je ne peux pas m'empêcher de constater qu'à Charenton ou qu'à Noisy-le-Sec, il y a des gens qui ont envie de quitter l'Île-de-France, et laissez-les partir s'ils veulent partir. Il y a un autre point où j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en tant que Parisien, c'est que évidemment vous pointez à quel point ce bout de territoire, Paris en tant que tel, mais même la région capte beaucoup de choses, mais aussi vous nous montrez à quel point, et je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu, à quel point c'est une région fragile. Et en quoi c'est fragile ? Alors, il y a des fragilités qui sont liées alors climatiques, clairement. Là, les métropoles peuvent être beaucoup plus touchées. Par exemple, les inondations, la pollution, clairement. C'est une région fragile, on le voit en ce moment, on le voit depuis un an.
une bonne partie des activités qui logiquement sont en région parisienne, en particulier l'événementiel, le tourisme, sont très touchés, toutes les questions aéroportuaires, le secteur aéroportuaire, etc., sont très touchés en fait par la crise. Et puis c'est une région fragile parce que on peut pas avoir comme ça dans un pays à peu près 20% de la population qui vit avec une pression sur l'immobilier aussi forte. Aujourd'hui, le moindre mètre carré, à Paris intramuros clairement, mais aussi en proche banlieue, c'est le Graal, c'est quelque chose en plus. Ça n'a quand on est à Chaumont, en Haute-Marne, c'est une question qui me passe complètement au-dessus de la tête. C'est quoi cette histoire d'avoir un mètre carré en plus ou en moins? Et ça m'a frappé. Une chose qui m'a frappé quand je me suis intéressé au logement, c'est que on parle de surpopulation du logement ou de sous-population des logements en fonction du nombre de pièces. On considère en gros que pour qu'un logement soit à peu près normalement peuplé, il faut qu'il y ait une ou deux pièces en plus par rapport au nombre d'habitants, au nombre de personnes qui y vivent. Donc pour un couple, il faudrait 3-4 pièces, et pour une famille de 5, il faudrait 7-8 pièces. Et la proportion de logements surpeuplés à Paris et en petite couronne surtout est très très importante. Elle est de l'ordre de 25-30%, alors que la proportion de logements sous-peuplés, c'est-à-dire avec par exemple 2 personnes pour 20 pièces ou 10 pièces, sans même aller jusqu'au château, simplement 10 pièces, c'est tout à fait une maison, une maison de ville dans une petite ville. Bon. Et bien là, cette proportion-là, elle est très très grande dans le reste du pays, sans parler des métropoles. Donc en fait, on a vraiment ce décalage-là, et je me dis que ça, c'est une inégalité fondamentale, c'est une inégalité avec l'espace. Je ne pense pas qu'il faille tout égaliser, mais simplement, là, on a vraiment cette question. Et puis à la mobilité, une fois de plus, j'y reviens, mais c'est vrai que on le voit, ça paraît, une fois de plus, quand on est à Granville dans la Manche, imaginez les gens qui chaque matin font 1h15 de métro, puis de bus, et puis de RER, etc., puis pour finir à pied. Ça semble totalement aberrant, tout ça pour aller faire un travail qu'ils pourraient peut-être faire ailleurs. Et ça, c'est une fragilité énorme, parce que c'est la fragilité des habitants eux-mêmes. Et d'ailleurs, je les trouve très... à Paris intramuros, on ne s'en rend pas compte, mais les Franciliens sont extrêmement résilients. Ils ont du courage. Parce que tous les jours faire ça, c'est quand même sacrément... Et pourquoi? Pour faire quoi? Pour quel objectif? Est-ce que c'est pour être à Paris? Est-ce que c'est pour croiser des gens importants? Est-ce que c'est parce que le boulot nous y emmène? Est-ce que c'est pour gagner plus? Je ne sais pas, mais il y a une question quand même systémique qui se pose. Sur cette question de la mobilité, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, ça prend une part importante de votre livre. Et si on finit sur ce point, sur la fragilité, vous montrez à quel point, dès qu'il y a le moindre petit grain de sable, vu la masse de gens qui doivent se déplacer, et quel que soit le mode de transport d'ailleurs, où il y a un paradoxe, parce qu'on a une cartographie absolument phénoménale. Il suffit de regarder un plan du réseau Île-de-France sur une carte. On est incroyablement chanceux, de mon point de vue. Et en même temps, le moindre grain de sable, vu les masses de population que ça c'est des chiffres colossaux. C'est 800 000 par jour le RER. 1 million, voilà, oui. Donc ça vous montrez que la mobilité, ça est une belle métaphore de cette fragilité. En fait, le réseau est extraordinaire, c'est vrai. Il était comme ça au départ, il a été renforcé, les RER l'ont renforcé. Le Grand Paris Express, qui a des atouts, va encore le renforcer. Et voilà, il y a des bus qui fonctionnent tard le soir, qui fonctionnent en tout cas en temps normal, qui marchent le 1er mai, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres villes, etc. Mais effectivement, le moindre grain de sable fait tout basculer. Il neige, par exemple, ou alors il y a un caténaire qui est cassé, une panne de signalisation. Et pourquoi le moindre grain de sable fait tout casser? C'est parce qu'il y a trop de monde. Je reviens à ça, parce qu'il y a trop de monde. Alors oui, la mobilité, c'est frappant. C'est-à-dire que il y a peut-être la centralisation médiatique qui est au départ de ça. La centralisation médiatique, économique, politique, avec ces raisonnements qu'on entend systématiquement, qui part de Paris, qui part du principe qu'à Paris... Alors, un exemple, par exemple, c'est dire le voisin de palier.
Ah oui, mon voisin de palier, on entend ça à la radio, le voisin de palier. Mais le voisin de palier, ça vaut pour les gens qui vivent en appartement. La majorité des gens en France ne vivent pas en appartement, mais sauf qu'on a ce raisonnement-là parce qu'on est à Paris et que les gens qui raisonnent comme ça disent, voilà, comme on est à Paris, on a un voisin de palier. On part du principe que les gens vivent tous en appartement. Et c'est vrai pour les transports. C'est vrai pour les transports, il y a cette focalisation systématique sur dans les médias en général, hein, et dans les centres d'intérêt, y compris parfois des chercheurs d'ailleurs, hein, sur les moyens de transport parisiens. Même pas franciliens forcément, mais parisiens. On a eu Uber. Uber, c'était dans les années 2000, fin des années 2000 ou début des années 2010. Uber arrive, Uber et les autres VTC. Et là, on a cette question qui arrive dans les plateaux télévisés. Est-ce que les véhicules, donc les concurrents, les Uber et compagnie, vont concurrencer les taxis? Mais sauf que dans beaucoup d'endroits, à Péronne, par exemple, en Somme, il y a peu de taxis et quand il y en a, ils font hôpital, ils font ambulance. Il n'y a pas de Uber ou très peu. Maintenant, il commence un peu à y avoir des livreurs à vélo ou à moto, mais bon. Voilà, donc cette espèce de focalisation, les trottinettes, alors ça a été carrément, on est arrivé au niveau des cabines ministérielles, des amendements déposés à l'Assemblée en pleine nuit, etc., pour régler cette affaire de trottinettes parce que ça prend de la place sur les trottoirs de Paris. Et un peu de Lyon et un peu aussi au Prado et puis sur la promenade des Anglais. Bon d'accord, mais enfin globalement c'était quand même essentiellement les trottoirs de Paris. Donc on a cette focalisation-là et avec une sorte d'incompréhension totale. On l'a très bien vu avec les Gilets jaunes qui ont dit à un moment vous êtes gentils, mais le sujet, nous, c'est pas le métro, c'est pas le tramway. Alors, ils n'ont pas dit exactement comme ça, hein, c'était plus simple, mais enfin en gros c'était ça. Et le vélo, c'est pas notre sujet. Alors, pourtant ça peut l'être, mais simplement il y a cette incompréhension mutuelle qui fait rejet de part et d'autre. C'est-à-dire que, du coup, une partie des gens qui vivent dans d'autres régions, dans des régions moins denses, et là, je ne mélange pas, je ne dis pas la province, ça n'a pas de sens. Non pas parce que c'est le mot province, mais simplement parce qu'il y a différents types de territoires, là encore. Je ne parle pas de Lyon, je ne parle pas du centre de Lyon, je ne parle pas du centre de Bordeaux. Je parle d'endroits moins denses, donc de périphérie, ou de villes moyennes, ou de petites villes, ou de chapelets, de villages, etc., plus ou moins connectés. Il y a tout un tas de territoires différents, hein, évidemment. Ce n'est pas Xavier Capodano, je vais l'apprendre. Mais, et quand on regarde ça, on se dit, cette histoire de trottinette, de vélo en free floating, de Uber, de Autolib et tout ça, ça ne nous concerne pas. Et donc, c'est une réaction en disant, mais vous êtes gentils, mais nous, on n'est pas à Paris ici. Et ça revient d'ailleurs souvent en disant, mais comment ça? Faire 300 mètres à vélo, marcher jusqu'à la boulangerie, ah mais vous rigolez, nous on n'est pas à Paris ici. Et là, ça devient caricatural dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est à Péronne, 7000 habitants Somme, qu'on ne peut pas traverser la ville, faire à peu près 500 mètres pour aller d'un magasin à l'autre. Les gens le font assez peu, ou certains le font certainement, mais enfin globalement les gens prennent leur voiture parce que c'est comme ça, et quand on leur dit, vous savez, vous pourriez marcher, ah ben non, on n'est pas à Paris ici. Et donc c'est cette espèce d'incompréhension sur les transports qui est liée au type de territoire. En effet, on a un territoire extrêmement dense, une ville en l'occurrence Paris où 80% des gens qui font des courses les font à pied, parce que le magasin d'en bas, enfin, il est en bas dans la rue pratiquement. Lorsqu'il y avait des restaurants, il y avait des restaurants juste à côté. Aujourd'hui, les gens se font livrer. Bon, bah, ça c'est un paradoxe quand même dans une ville où on peut quand même faire la cuisine, trouver des magasins, aller soi-même peut-être au restaurant pour aller chercher le plat si le restaurant est fermé. Bon, mais en tout cas, les gens se font quand même livrer. Ça, c'est vraiment, ça me sidère toujours. Mais bon. Je pars un peu dans tous les sens, ça pour dire qu'il y a simplement ce paradoxe. D'un côté, on a une hyper-concentration, une hyper-densité qui fait que la mobilité, c'est plutôt une question d'espace, en fait, qu'il faut régler parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout. Donc le vélo, par exemple, est une solution qui est aujourd'hui totalement sous-dimensionnée, enfin sous-utilisée. Hein. Mais dans le reste du pays, ou plutôt dans les zones beaucoup moins denses, la question n'est pas tellement celle de l'espace, parce qu'il y a de l'espace, mais la question est celle plutôt du temps, comment je vais faire pour aller à tel ou tel endroit. Et là, les choses se renvoient systématiquement, les débats se renvoient systématiquement, et à chaque fois qu'il y a un débat sur les trottinettes, par exemple, vous avez forcément quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais les trottinettes, vous savez, chez moi, c'est pas possible, parce qu'à Paris, peut-être, mais chez moi, c'est pas possible. » Alors, dernier point sur pour reprendre votre sous-titre, cette anatomie du déséquilibre, il y a un chapitre qui est quand même important. Vous dites ça, c'est déséquilibre qui a été voulu par l'État. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en quelques points, qu'est-ce qui vous fait dire que tout d'un coup, c'est Paris, c'est l'État, pour faire court? Alors, d'abord, l'État est à Paris depuis 500 ou 600 ans au moins. Et donc, la région parisienne ne peut pas échapper
Paris et la région parisienne ne peuvent pas échapper aux réflexions de l'État. D'abord parce que c'est une part importante, et puis aussi parce qu'ils sont là. Et alors, plus récemment, beaucoup plus récemment, c'est 2007, sans remonter à François Ier, mais c'est 2007, c'est Nicolas Sarkozy, qui est effectivement le premier président de la République, la Ve République, et donc avec les pouvoirs qu'on connaît, qui est vraiment parisien, entre guillemets, c'est-à-dire qui a vraiment, en l'occurrence, il est élu de Neuilly, mais c'est vraiment le premier qui n'a pas de connaissances et d'attache ailleurs, en tout cas, et qui lui arrive en disant, en fait, on va faire le Grand Paris, parce qu'on manque de grands projets, parce qu'il faut faire des grands projets, et puis le Grand Paris, c'est la France, on le fait pour la France, etc. Et le paroxysme, c'est Christian Blanc, qui est son ministre chargé du Grand Paris, et qui explique que on va quand même pas se faire concurrencer par les villes de province, parce que les villes de province, elles vont finir par... La concurrence des villes de province va finir par affaiblir Paris. Il dit ça comme ça, hein, vraiment, dans une tribune qui est parue dans Le Monde en 2009. Bon. Et là, il y a cette envie-là, d'un seul coup, de se dire il faut des grands projets à la France, et ce grand projet, il passe par Paris. Alors, parfois, ça passe par les Jeux Olympiques. Ça peut passer, évidemment, par le super métro, qui se défend en tant que tel, même s'il y a toute une genèse qui est à reprendre aussi sur ce sujet. Mais bon. Et puis, il passe par des projets immobiliers. Et je crois vraiment qu'une des raisons, c'est que tous ces gens sont installés à Paris, en région parisienne, et qu'ils ne alors bien sûr, il y a les villes des grandes villes de France qui se développent également. On les appelle les petits Paris. Bon. Mais il y a cette espèce de réflexe qui consiste à dire, et moi je l'ai retrouvé, ces réflexes, y compris chez les acteurs associatifs, qui consiste à dire, oui, on est en Île-de-France, on va s'occuper de l'Île-de-France. Et c'est le plus important. Voilà. Alors, maintenant, évidemment, c'est l'autre partie du livre, c'est-à-dire comment on corrige ça. Alors, avant de rentrer sur certains éléments pour essayer de retrouver un équilibre, et vous êtes très lucide sur le type de réponse qu'il faut avoir, la situation est évidemment complexe, mais je voudrais me référer à Thierry Pacaud était à ce micro il y a quelques semaines, et sur un ouvrage sur la bonne taille des villes. Et on ne peut pas échapper à cette question qui fait que tout d'un coup, le choix qui a été fait pour faire court, c'est quand même l'étalement urbain, si on veut absorber la reste de la région. Et comment on se sort de là? Comment on arrive, selon vous, à faire tout ce que vous avez observé, à trouver rien qu'un bon équilibre géographique? Alors, c'est très compliqué, évidemment. Mais il faut poser la question, parce qu'aujourd'hui, on se la pose assez peu. Effectivement, comme vous l'avez dit, le réflexe, c'est l'étalement urbain. Le réflexe, c'est de se dire, il y a une demande de logement, on va continuer de toute façon pour l'attractivité à accueillir toute une série d'entreprises sans se poser de questions. Donc, il y a des logements, donc il y a des transports, donc on étale de plus en plus. On fait qu'une ville, une petite commune qui faisait 800 habitants en fait 2000, et puis celle qui en faisait 5000 en fait 8000, etc. Et il n'y a aucune autre réflexion. Alors, moi je pense qu'il faut se poser... Alors, il y a des réponses quand même, quelques réponses qui existent déjà. Je trouve intéressant quand le président de la métropole de Lyon, qui est confronté à peu près au même problème, mais à une échelle bien inférieure. C'est-à-dire que c'est à peu près, quand on prend l'ensemble de l'aire urbaine, comme on dit, c'est à peu près 5 fois moins. Donc c'est important, mais c'est 5 fois moins. L'Île-de-France, c'est vraiment, et c'est le plus grand de France, Lyon à part Paris. Donc on est quand même dans des dimensions monumentales. Et là, le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, il dit, en fait, on va se poser la question de la fameuse attractivité. On va arrêter de vouloir créer systématiquement des emplois ici, parce que Lyon est confronté là aussi à ce sujet-là. Les gens n'ont pas forcément envie d'habiter dans une très grande ville, et par contre, on peut avoir un développement qui se fait avec les villes voisines, qui peuvent être en l'occurrence pour Lyon, Mâcon, Saint-Étienne, Grenoble, Valence, etc. Et je pense que ça manque beaucoup en Île-de-France. Il n'y a aucune vision de ce type-là en Île-de-France. Aucune du côté de la région et aucune du côté de l'État. À cause du gigantisme, probablement, parce qu'évidemment, on a expliqué en Île-de-France qu'on va se développer avec Évreux ou avec Chartres, ça ne fait pas très sérieux. Et pourtant, ça peut être une partie de la solution. Et il y a une partie des gens qui seraient ravis d'habiter dans une ville comme Chartres, qui par ailleurs est très jolie, mais ça c'est presque accessoire, mais qui seraient ravis d'habiter à Chartres et de travailler à Chartres en habitant Chartres plutôt que de systématiquement venir à Saint-Quentin en Yvelines, par exemple.
Donc ça, c'est un des aspects. C'est accepter, se poser la question du territoire. De la même façon qu'on doit se la poser aussi au niveau un peu local, au niveau de la commune, en se disant, là, on accueille une nouvelle entreprise avec quelques emplois, dans une petite ville de 10 000 habitants par exemple, où est-ce qu'on met ces emplois? Est-ce qu'on fait une nouvelle artificialisation avec un nouveau parking, etc. Ou est-ce qu'on essaie de trouver en centre-ville ou en ville, disons, des locaux qui sont disponibles et qui pourraient accueillir cette entreprise et ces emplois? C'est pas facile. Certains élus commencent à le faire au niveau local, mais au niveau régional, c'est pour l'instant, on en est très très loin. Il n'y a absolument aucune réflexion de ce type. Et puis, il y a comme partout une réflexion. Alors ça c'est ce que moi, je n'invente rien, je dis simplement, c'est d'ailleurs ce que disent absolument tous les spécialistes de la mobilité et de l'urbain dans tous les colloques possibles et imaginables, dans tous les livres qui sont vendus aux gens urbains, c'est que il faut limiter l'étalement urbain et donc il faut se poser à chaque fois la question de la densification de certains endroits, notamment près des gares, de l'utilisation des réseaux existants, mais aussi des lieux existants, des friches commerciales. Il y a partout en France et en Île-de-France évidemment aussi des anciennes zones commerciales aujourd'hui à l'abandon ou pratiquement à l'abandon qui pourraient être réhabilitées. Je ne parle pas de Paris, la petite couronne, je parle d'un peu plus loin et qui pourraient tout à fait être mieux utilisées. Après, il y a une question de comportement aussi. À un moment, est-ce qu'on veut encourager, une fois de plus, les gens à toujours se faire livrer pour tout et avoir... Alors, je sais bien que c'est compliqué hein, en février 21 de dire ça, bon, ok. Mais malgré tout, est-ce qu'on veut encourager ça ou est-ce qu'on veut encourager, au contraire, le fait de se croiser, de se rencontrer? Alors, c'est peut-être utopique, hein, mais je crois vraiment que c'est des éléments essentiels dans la vie des prochaines décennies en réalité. C'est des éléments qui font que la vie est plutôt agréable ou qu'elle est plutôt pénible en fait. Il y a un autre élément auquel nous sommes confrontés, d'ailleurs pas que la métropole parisienne, mais c'est presque ce dogme, une forme de doxa, qui est l'attractivité. Et vous montrez dans votre livre, en vous appuyant sur un autre d'ailleurs, auquel j'avais repéré ça, mais vous faites bien de le pointer, qu'une grande partie, entre guillemets, des échanges économiques, on va dire, se font intra-régionaux. Et que, franchement, de croire que Paris a besoin du monde entier, entre guillemets, je ne dis pas que c'est bien le monde, hein, mais que vous montrez qu'effectivement, non, une grande partie des choses peuvent se faire dans une sorte d'économie circulaire ou d'urbanisme circulaire, chacun mettra ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ces choses-là ne sont pas assez perçues et qu'on reste encore sur cette logique, c'est l'attractivité comme alpha et oméga du développement urbain. Rien que déjà développement, je ne sais pas s'il faut aller vers ça. Je vous écoute. C'est les grands discours, ça fait toujours mieux de parler d'attractivité, d'expliquer, comme le dit d'ailleurs, ça m'a même surpris, la présidente de la région Valérie Pécresse, elle dit en fait il faut faire revenir les touristes internationaux, faire en sorte d'accueillir le plus d'entreprises possible. Ça fait bien de dire qu'on a accueilli des entreprises qui sont basées à Dubaï ou au Japon ou en Chine. Et en fait, moi j'ai vu ça dans l'Atlas du Grand Paris, excellent atlas sous la direction de Daniel Béard, avec plein de cartes magnifiques à regarder, on peut regarder ça tous les jours, et qui dit, en fait, il y a à peu près, je crois que c'est 10-15% de l'économie francilienne qui dépend en effet des échanges internationaux, très nettement, qui dépend exclusivement des échanges internationaux. Le reste, c'est une économie, d'abord une économie intrinsèque, tout simplement parce que l'économie se nourrit d'elle-même, et puis une économie qui est liée à des productions sinon locales, en tout cas effectivement nationales ou européennes. Donc c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins, cette dépendance internationale est beaucoup moins forte que ce qu'aiment dire les partisans du super grand Paris, super attractif qu'on fait pour le bonheur de la France. Et donc cette question elle est peu connue. J'ai découvert aussi, j'aurais dit que c'était plus, mais non. Et j'ai découvert aussi, et c'est peu connu parce que ça fait moins bien en fait le localisme. On parle beaucoup de localisme en ce moment, mais en réalité, quand on veut faire un beau discours dans un colloque, ou quand on veut faire un beau discours politique, parler de gigantisme, on retient davantage. En tout cas, ça fait un peu rêver. On a besoin de ce rêve-là, en tout cas. Je pense que ce serait bien d'avoir le rêve que en Île-de-France, les gens aient en moyenne pas plus d'1 heure de transport par jour. Ce serait un super rêve. C'est beaucoup plus compliqué à faire par contre. Là, vous me tendez la perche, parce qu'effectivement, c'est un chapitre important de votre livre, quand on y arrive à la fin, c'est exactement ça, c'est renoncer au gigantisme. Alors, rien qu'en simple observateur, vous baladez dans le 13e arrondissement, vous voyez 2 tours énormes qu'on voit d'ailleurs au haut du parc de Belleville. Hein, on a plein d'endroits de Paris, voire de banlieue, c'est inratable à repérer.
c'est le super métro. C'est des sièges sociaux qui ne font que s'agrandir. C'est des tours supplémentaires à la Défense. On est parti vraiment pour renoncer au gigantisme. Alors tous ces projets-là datent d'avant 2020. Depuis début 2020, les choses ont beaucoup changé. La Défense est un quartier très largement déserté. Un des derniers projets, c'est la Tour Total, je crois, qui a été signé juste avant, février 2020, je crois, il y a un an. Aujourd'hui, on peut vraiment, et c'est une question que se posent toutes les grandes villes aujourd'hui, c'est les quartiers d'affaires, avec deux éléments. Premièrement, ce qu'on appelle les city quitters, donc les gens qui quittent la ville, en effet. Et puis, deuxièmement, le télétravail, qui a comme conséquence, en fait, oui, on n'a pas besoin de venir au bureau. On s'est enfin rendu compte de ça pour faire ce qu'on pourrait faire à la maison. Et là, il y a une réorganisation des espaces qui est nécessaire, que proposent eux-mêmes les quartiers d'affaires, en disant on peut réorganiser l'espace de façon à ce que ce soit des lieux de réunion, etc. Mais on a beaucoup moins besoin, on a besoin de beaucoup moins d'espace. Et donc on peut imaginer qu'on a moins besoin de tours. Alors par contre, évidemment, vous allez avoir plein de promoteurs, plein de lobbies relayés par tout un tas de politiques qui vont expliquer que mais non, il faut continuer à construire des tours. Mais là, il y a un discours à opposer qui est, attendez, on en a déjà plein. Les tours du haut, on ne va pas les détruire. Les tours de la Défense, on ne va pas les détruire. Elles sont d'ailleurs assez belles, moi je les aime bien, c'est pas le sujet. Mais par contre, est-ce qu'on a besoin d'en construire des nouvelles alors que celles-là, elles sont potentiellement, elles vont être utilisées à 60 ou 50% de leur surface. Est-ce qu'on ne peut pas réorganiser? Est-ce qu'on peut pas, d'ailleurs c'est ce qu'on fait en ce moment avec les parkings. C'est très intéressant. Il y a eu un article récemment dans Le Monde, dont je ne suis pas l'auteur, en l'occurrence, c'est le Mlinkasi, pour la citer, qui explique qu'on est en train, dans les villes, de réorganiser les parkings parce qu'on avait une société du tout voiture dans laquelle il y avait plein de voitures partout, y compris dans les parkings souterrains, on en faisait systématiquement. Et aujourd'hui, il y en a moins parce que les gens l'utilisent moins, parce que c'est moins nécessaire, parce que c'est tout simplement très pénible de circuler en voiture dans une grande ville. Et donc, on réorganise, on en fait autre chose. On stocke des données, on stocke des vélos, on stocke des légumes, et on peut faire absolument la même chose pour les tours. Donc, on n'a pas besoin de construire les tours du haut. Elles vont être terminées, mais une fois qu'on les aura terminées, on n'a pas besoin d'en construire les tours trio, les tours quatuors et les autres. Oui, mais ça je l'entends, mais quand on regarde le reste de l'urbanisme commercial, on continue à construire des centres commerciaux, on continue à créer un certain nombre de voies plus pour l'automobile qu'autre chose. Donc on a l'impression que le constat que vous faites est assez implacable d'un certain point de vue. Et de ce qu'on observe, c'est les forces quand même qui sont quand même très très difficiles à ralentir. Et on va s'arrêter sur un point qui vous tient à cœur. Sur cette question. Et je permets, c'est passé du pourquoi au comment. Ok, le pourquoi, le constat est là, le constat est fait. Et une fois qu'on a fait ça, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est comment on fait une fois qu'on a dit ça. D'abord, comment on fait, c'est d'abord étendre le pourquoi, c'est-à-dire faire en sorte que de plus en plus de gens soient informés que ça pose un problème de continuer à faire le gigantisme. Et là, on va se poser la question. Et je pense que c'est l'occasion. On est en train de vivre une crise comme aucun d'entre nous n'a vécu dans sa vie. Je pense que c'est l'occasion de faire le point, de s'arrêter et de se dire, attendez, quelle société on veut pour les années qui viennent ? Absolument. Donc, restons sur ce sujet et prenons un autre élément qui est quand même un élément clé, en plus que vous maîtrisez plutôt bien, c'est la question de la mobilité. Et prenons la question du vélo, qui peut paraître anecdotique d'un certain point de vue et qui, au final, on voit bien donc les pistes qui ont été faites, la Corona piste, enfin toutes ces évolutions, des lobbies qui poussent aussi sur cette question. Voilà. Et il y a des petites interstices d'ailleurs dans vos ouvrages qui est assez bien, fait des mini parenthèses là-dessus. Et il y en a une sur la moto. Et le 2 roues motorisé. Bon, je pense que vous avez une véritable dent contre le 2 roues motorisé. Moi qui ai eu un 2 roues motorisé pendant des années, bon, je suis passé au vélo, je ne le regrette pas d'ailleurs. Mais effectivement, on a, entre guillemets, si on prend le cas du vélo, peut concentrer un certain nombre d'éléments que vous appelez de vos voeux d'utilisation de mobilité locale, de déplacement, d'éliminer de façon... Éliminer, c'est pas forcément le mot, mais d'avoir un rapport glissant entre vélo et automobile ou on va dire engin motorisé. On a l'impression que ça peine malgré tout. Il y a beaucoup d'éléments. C'est quoi la question là? La question est de se dire, c'est que... Non, la question est de se dire, c'est que quand on a un ancrage aussi fort, aussi puissant d'organisation de ces mobilités,
on a du mal à voir comment un mode de déplacement comme le vélo peut être vraiment un substitut à ce qui se joue. Évidemment si, bien sûr que si. D'abord parce que le vélo n'est pas un déplacement local. C'est un déplacement qui permet d'aller d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, assez rapidement. Aujourd'hui avec le vélo à essence électrique encore plus rapidement, ou en tout cas sans difficulté majeure, à condition qu'il y ait des infrastructures quand même, qu'on puisse passer les ponts, qu'on puisse passer le périph', etc. C'est un des éléments essentiels pour le vélo en ville en général et dans une ville aussi dense que la région parisienne en particulier, c'est le faible espace occupé. Peu d'espace en stationnement, peu d'espace en circulation, une vitesse qui est à peu près toujours la même, qui tourne autour de 15 km/h en moyenne. Évidemment, il y a des pointes, mais enfin, globalement, il y a moins de pointes qu'avec les autres engins motorisés, notamment les deux-roues motorisés. Ça ne fait pas de bruit, ça pollue très peu, les batteries des VAE, mais enfin, c'est très peu par rapport ne serait-ce qu'aux batteries des voitures électriques, par exemple. C'est bon pour la santé, quoi demander de plus, en fait. Ça permet le rabattement vers les RER, vers les trains, etc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, alors, vous dites comment tout ça est anecdotique, comment est-ce qu'on a pu... Voilà. Il y a un an, personne n'aurait imaginé qu'on aurait des pistes cyclables à Paris, en petite couronne, autant qu'il y en a aujourd'hui. Et il y en a. Et une raison, on connaît évidemment tout ce qui s'est passé depuis, mais une raison fondamentale, c'est que les gens se sont dit, face à cette espèce d'incertitude générale, qu'est-ce que je peux faire pour me réapproprier ma vie? Et une des manières de se réapproprier sa vie, c'est de se dire, les déplacements, ils m'appartiennent. Je les fais à vélo. En plus, on est autorisé à pas mettre le masque quand on a vélo, c'est génial. Et ça permet je sais ce que je fais et je fais un peu d'exercice parce que je n'ai pas envie le télétravail, etc., fait que les gens sont beaucoup assis. Donc, et donc il faut continuer. Alors ça va pas se faire en 5 minutes. Ça demande. C'est ça qui est étonnant. Les militants des associations vélo qui sont à la fois déterminés et très conscients savent très bien que pratiquement ils n'auront jamais fini. Ou que d'autres militants prendront peut-être le relais, mais ils n'auront jamais fini parce que quand on regarde les distances parcourues en Île-de-France, une fois de plus, je parle juste de l'Île-de-France, mais c'est applicable à d'autres métropoles. On a, alors il y a toujours, mais c'est à peu près ça, les chiffres, c'est la moitié des déplacements font moins de 5 km. Donc ça veut dire que le potentiel du vélo, et d'ailleurs, qui le dit comme ça, le potentiel est énorme, c'est Valérie Pécresse, le dit comme ça, le potentiel du vélo est énorme. Et il y a une sorte de consensus maintenant à peu près avec ça. Maintenant, comment on le fait? Il faut que non seulement il y ait des pistes, mais aussi des carrefours aménagés, mais aussi des lieux de stationnement, mais aussi des zones apaisées, des endroits où on fait des choix, un contrôle de tout ça. Il faut que les pistes qui ont été créées, en fait, on puisse vraiment y circuler à vélo et pas qu'il y ait une camionnette garée dessus ou une voiture garée dessus en permanence ou de temps en temps. Et tout ça, vraiment, en termes de... Ne serait-ce que pour le bruit, moi, ça me frappe. L'Île-de-France... Paris et sa proche couronne, là, une fois de plus, sont une des villes du monde occidental, les plus bruyantes, notamment avec les motos et les scooters. Quand on regarde Montréal, Berlin, New York, Londres, c'est bien sûr qu'il y a du bruit, bien sûr que c'est une ville, et c'est normal qu'il y ait du bruit dans une ville, mais ça n'a rien à voir. À Paris, on a cette espèce de... D'ailleurs, il suffit de voir, il y a une semaine qu'il a neigé, là, il n'y avait plus de motos, plus de scooters, extraordinaire, beaucoup moins de bruit dans la ville. Il y avait toujours beaucoup de déplacements, mais beaucoup moins. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et le vélo peut évidemment remplacer tous ces gens qui aujourd'hui se déplacent, prennent un scooter pour faire 4 km. Franchement, d'ailleurs, comme Xavier, le jour où ils passent au vélo, ils sont ravis. Alors c'est ma dernière question, qui est un peu votre conclusion de votre livre, d'essayer de réenchanter un peu cette région. Enfin, j'ignore si c'est un vœu pieux de votre part, mais en tout cas c'est une volonté, parce que c'est une région qu'on voit bien, parce que vous vous mettez aussi un peu en scène dans le livre, vous racontez un certain nombre de balades, tout ce qu'il peut observer. Enfin, c'est très riche, on a vraiment survolé, je renverrai à ça à la lecture du livre. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur dans cette région-là, c'est effectivement, il n'y a pas que le problème du Covid qui est un révélateur évidemment de l'exode, c'est qu'il y a un problème alors Paris intramuros, n'en parlons même pas, mais d'une ville qui chasse de plus en plus des gens, on va dire ça, ces classes populaires, c'est de plus en plus loin, ces classes moyennes, ça commence à devenir de plus en plus difficile, et donc c'est une région qui commence à se ségréguer de plus en plus, et d'ailleurs je crois qu'il y a eu un rapport de la Pure il y a peu de temps qui le montre, et qui montre en plus l'effet
terrible d'anticipation qu'ont le Grand Métro Express, qui est déjà, où les promoteurs ont déjà anticipé. Là aussi, on se sent un peu démuni par rapport à cette question et on sent surtout nos édiles, nos acteurs publics, nos élus, quels que soient, on a l'impression qu'ils le sont aussi. Comment vous pensez qu'on peut rééquilibrer aussi ces choses ? Alors, il n'y a pas de solution magique. Si on se contente de dire on est démunis, en fait on fait rien, on laisse faire et puis on abandonne et on laisse le secteur privé faire tout ça et les politiques considérer que tout ça est très bon pour leur ego et compagnie. Donc non, il faut dire les choses. Alors, il y a plein de questions évidemment, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est que l'Île-de-France est une région qui mérite d'être connue, qui vaut la peine. C'est-à-dire que si effectivement, aujourd'hui, ça devient plus compliqué d'habiter à Paris, mais c'est pas totalement anormal. Il y a 17% des habitants de Paris, de l'Île-de-France qui habitent Paris, seulement 17%. Donc c'est pas beaucoup. 2 millions sur les 12 millions, c'est assez peu. Donc c'est assez logique qu'une partie des gens vivent ailleurs qu'à Paris quand ils vivent en Île-de-France. Par contre, la chose qui peut paraître plus souhaitable, c'est que les gens, au lieu de traverser toute la région pour aller travailler, au lieu d'habiter à Sucy-en-Brie pour travailler à la Défense, c'est pas d'ailleurs toute la région, mais c'est une partie de la région, peut-être qu'ils pourraient trouver un travail à proximité. C'est plutôt ça l'enjeu. C'est plutôt, oui, effectivement, tout le monde ne peut pas habiter dans le 5e arrondissement, ça, évidemment. Ni à Paris intramuros. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ni à Paris intramuros, ni même dans la petite couronne. Mais par contre, peut-être qu'on peut éviter d'avoir ces longs déplacements. Et ça, c'est un grand enjeu. C'est comment on revitalise aussi les villes franciliennes, des villes qui font parfois 10, 20 000 habitants, qui sont en grande couronne. J'ai pas de solution magique, mais tant qu'on n'a pas observé ça, tant qu'on ne s'est pas posé cette question, tant qu'on continue à considérer comme normal de faire 2 heures de transport ou 3 heures de transport par jour, on n'y répondra pas. Et par ailleurs, cette région, oui, elle mérite d'être mieux connue, aussi, comme je l'ai dit au départ, pour éviter le surtourisme, aussi parce que finalement, on peut y vivre de manière agréable. D'ailleurs, beaucoup de gens sont contents, malgré tout. Je dis qu'il y a une majorité de gens qui veulent partir, mais il y a aussi ceux qui sont contents d'y vivre et qui vivent de manière agréable. Mais on peut aussi se réapproprier cette région. Et je trouve que c'est une des vertus, en fait, de tout le débat sur le Grand Paris. Certes, un débat francilien, on est d'accord, mais c'est la vertu de ce débat, c'est que ça amène au moins une partie des gens, peut-être tout à fait minoritaire aujourd'hui, mais à s'intéresser à leur région. Et ça, c'est assez rare, en fait, quand on regarde l'histoire des grandes métropoles, il me semble, qu'on ait comme ça autant de gens qui s'intéressent à l'avenir de leur région. Et ça, c'est plutôt positif. Je vais conclure en vous citant, parce que c'est un petit bout de texte qui... Certains le mettront comme une sorte de parabole, mais moi j'y vois une tendance qui pourrait, dont un certain nombre d'acteurs politiques et économiques pourraient se réapproprier. Alors je cite, vous dites « L'hypertrophie francilienne et la crise climatique présentent bien des points communs. Dans les 2 cas, pour inverser la tendance, il faut renoncer aux projets orgueilleux, optimiser les ressources, proposer des alternatives heureuses, miser sur la sobriété et l'humilité. » Et vous concluez, enfin c'est pas la conclusion, mais de ce petit paragraphe, le désengorgement de l'Île-de-France offre une formidable occasion de revitaliser les villes moyennes et petites. L'appétence française pour la vie de village, qui est entre guillemets un univers géographiquement ramassé qui n'empêche pas de s'ouvrir au monde, montre qu'il est possible de concilier frugalité et prospérité. La France est un pays de citadins qui s'ignorent parfois, des citadins qui rêvent d'une ville compacte, aimable, humaine et marchable. Ça, c'est votre philosophie. Merci Xavier. Voilà. Je pense que par écrit, j'ai réussi à mieux l'exprimer que je le ferai par oral. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Donc, je rappelle le titre du livre, Les Parisiens, une obsession française, anatomie d'un déséquilibre aux éditions Rue de l'Échiquier. Et c'est évidemment une lecture que je recommande chaudement. Merci à vous. Merci Xavier. Les causeries urbaines dans le Poste.